Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et cet épisode s'intitule « Julia Margaret Cameron, la première femme avant-gardiste de la photographie ». Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. J'en profite également pour vous informer qu'afin de structurer cet épisode, je me suis référée aux annales de ma maison de verre, mémoire de la photographe Julia Margaret Cameron, dont la préface est écrite par sa petite nièce, qui est, ni plus ni moins, Virginia Woolf. Je vous recommande par avance de découvrir ce très court ouvrage si vous souhaitez approfondir l'épisode et en savoir davantage sur cette photographe que j'admire tant. Maintenant que tout est dit, c'est parti. « 16 octobre 1796. La foule s'amasse autour de la place de la Révolution à Paris. Tous veulent assister à la mise à mort de Marie-Antoinette. Tandis que son époux s'était rendu vers ce même destin dans ce luxueux carrosse, la femme aux cheveux blanchis par les tracas se dirige cette fois-ci à l'échafaud sur une charrette miteuse. Le cortège avance à travers les crachats et les insultes des Parisiens jusqu'à arriver au centre de la place. À seulement 37 ans, l'ex-reine de France et de Navarre s'apprête à entamer sa dernière marche. En montant les escaliers de l'échafaud, elle trébuche et perd son soulier qui ne manque pas de disparaître dans la foule. Mais elle ne perd pas son sang-froid et finit son ascension vers la guillotine avec le maintien digne d'une reine. La voici désormais face à son bourreau. Ses prochains pas écrasent les pieds de l'homme. Elle lui demande pardon avant de s'agenouiller et attendre le coup fatal. En première loge de cette mise à mort, Antoine de l'Étang, le page de la morte, qui tenait à rester à ses côtés jusqu'à ses derniers instants. Maintenant qu'il a prouvé son soutien indéfectible et sa fidélité à toute épreuve vis-à-vis de sa reine, il sait quelle est la prochaine étape. Fuir. Quitter la France au plus vite, aux côtés de sa femme, anciennement dame de compagnie à la cour. C'est alors le début de l'exil pour le couple de l'Étang. La destination ? Les Indes orientales. Un lieu tout trouvé pour entamer une nouvelle vie en rupture avec le passé. Ils y fondent leur famille et mènent une vie loin de tout tracas, dont l'une de leurs grandes réussites est d'avoir marié leur fille Adeline à James Pattle, un gentleman britannique et haut fonctionnaire de l'administration des Indes. Et c'est sans savoir que la réputation de cet homme est vouée à devenir scandaleuse, reconnu plus tard comme étant le plus grand menteur des Indes. De cette union naît 9 enfants, dont cette fille. Chaque enfant est doté d'une grande beauté couplée à une âme d'artiste. James et Adeline souhaitent que la fratrie soit élevée dans les arts picturaux et littéraires, une éducation exemplaire qui fait également ressortir le côté aventureux des jeunes filles. Mais de la sororité, il en est une qui se fait particulièrement remarquer par son dynamisme, trop exacerbé pour l'époque. Il est ici question de Julia Margaret. Julia Margaret Pattle est la 3e, la 4e fille de la fratrie, des doutes subsistent encore aujourd'hui, née le 11 juin 1815 à Calcutta. De toutes ses sœurs, elle est considérée comme étant la plus dépourvue de charme, de beauté, mais aussi la plus passionnée de toutes. Vaguant entre art manuel, écriture et littérature, l'enfant vit jusqu'à sa majorité dans les Indes orientales, rythmé par quelques voyages en France et en Angleterre. Julia Margaret s'ancre dans cette culture orientale.
Elle adopte les coutumes de ce territoire si cher à son cœur, en portant peignoir, châle indien, bracelets colorés, en s'entourant de papeteries incrustées de pierre et d'éléphants en ivoire, tout en se nourrissant en grande partie de curry. Nous pouvons lire de Virginia Woolf un portrait de sa grand-tante. Certes, Julia Margaret Cameron était devenue en grandissant une femme tyrannique, mais elle ne possédait pas la beauté de ses sœurs. Dans le trio, dont on disait que Lady Somers était la beauté et Mrs. Prinsep l'entrain, Mrs. Cameron était sans aucun doute le talent. Madame Watts, épouse du célèbre peintre George Frederick Watts, dit quant à elle « Elle semblait incarner à elle seule toutes les qualités d'une famille. Si les sœurs se montraient enthousiastes, Julia Margaret l'était doublement. Si elles étaient convaincantes, elle était invincible. » En 1838, alors âgée de 23 ans, Julia Margaret épouse Charles Bay Cameron, de 20 ans son aîné. Ensemble, ils ont 12 enfants. Bien qu'impressionnant, il est bon de rappeler que Julia Margaret ne donne naissance qu'à 6 d'entre eux. Des 6 autres enfants, 3 sont issus d'orphelinat, une est une fillette mendiante et 2 sont les enfants de sa sœur Adeline, décédée prématurément. De quoi montrer la bonté et la chaleur de cette femme qui aime faire le bien autour d'elle. Son époux, Charles Bay Cameron, est un philosophe, propriétaire de plantations de café et de caoutchouc et juriste de l'administration coloniale britannique. Par ce dernier poste, il devient également membre du Conseil de l'Inde, qui l'amène à s'établir avec son épouse dans l'actuel Sri Lanka. Le Conseil de l'Inde a pour rôle d'assister le vice-roi des Indes, aussi appelé gouverneur général des Indes. L'épouse de ce gouverneur se doit de diriger la Société européenne des Indes, une compagnie responsable du commerce entre les métropoles européennes et leurs colonies. Et quand cette épouse doit se faire remplacer pour diverses raisons, la charge est déléguée à Julia Margaret Cameron. Et c'est lors de ces prises de responsabilités successives qu'elle se confronte à la différence culturelle entre les Indes et la métropole britannique, en s'insurgeant pour la première fois des mœurs européennes et victoriennes. En 1848, Charles Bay arrive à l'âge de 53 ans et décide donc de prendre sa retraite. Pour profiter des années à venir, il choisit de faire déménager sa famille en Angleterre, rejoignant ainsi un grand nombre des sœurs de Julia Margaret, elles aussi mariées à des aristocrates britanniques. Dès son arrivée, Julia Margaret doit encore, si ce n'est plus, se confronter à la culture anglaise, ses bienséances et à ses mœurs. Mais son caractère l'aide à ne pas s'y plier. Elle décide de garder ses habitudes indiennes, voire même à les revendiquer, comme son identité propre. Afficher ainsi cette culture étrangère provoque de vives réactions dans l'entourage de la famille. Les voisins et les connaissances la trouvent excentrique, voire même l'ont en horreur. Mais cette impression s'efface avec le temps, car en effet, de nombreux témoignages attestent qu'il est impossible de ne pas aimer Julia Margaret Cameron. Virginia Woolf elle-même nous dit « Il était impossible de rejeter son affection, et il était même dangereux de refuser ses châles. Soit elle menaçait de les brûler sur le champ, soit, si le présent lui était retourné, elle le vendait, achetait avec la somme recueillie un fauteuil d'invalide très onéreux et l'offrait à l'hôpital pour incurable de putenay. Le fauteuil portait une inscription qui mentionnait qu'il s'agissait d'un don de la personne qui avait refusé le cadeau. Finalement, il valait mieux courber les chines et se résigner au châle. En retournant en Angleterre, Julia Margaret retrouve ses sœurs. L'une d'entre elles, Sarah Prinsep, possède un salon littéraire où hommes et femmes élitistes lettrés échangent autour de sujets poétiques, théâtraux, littéraires, artistiques et scientifiques. Lors de ses visites dans le salon, Julia Margaret rencontre des artistes connus et reconnus qui passent rapidement de simples connaissances à amis proches. Parmi ceux-ci, l'écrivain William Makepeace Thackeray, le poète Alfred Tennyson, le dramaturge Sir Henry Taylor, le peintre pré-raphaélite Edward Burne-Jones et le symboliste George Frederick Watts. C'est même ce dernier, George Watts,
qui peint l'un des plus célèbres portraits de Julia Margaret et que vous retrouverez sur mon article. Dans cette effervescence artistique, Julia Margaret Cameron se met à écrire. Tout d'abord des correspondances avec sa famille et ses relations amicales. Mais étant le début de la poste, les lettres ont réellement peu d'intérêt pour nous aujourd'hui, le contenu se limitant à s'enquérir juste de la santé d'autrui après une nuit orageuse. Elle débute également l'écriture d'un roman, qui est, de ce que j'ai compris, assez conséquent. Afin d'élever cet ouvrage à son apothéose, Julia Margaret tient à ce que la correction soit faite par son ami, poète et dramaturge, Sir Henry Taylor. Mais c'est sans savoir que de son côté, l'artiste est terrifié de se plonger dans une telle lecture, tant est le dynamisme excessif de l'écrivaine. Du peu qu'il ait pu lire, voici une part de son retour. Son génie, dont elle est abondamment pourvue, est trop profus et redondant, ne faisant pas la distinction entre la tournure heureuse et celle malencontreuse. Elle se nourrit de superlatifs comme de son pain quotidien. Le couple Cameron, alors âgé respectivement de 45 et 65 ans, décide d'investir dans 3 maisons sur l'île de Wight, dans le sud de l'Angleterre, sur la célèbre Freshwater Bay en 1860. Ils y mènent des travaux pour fusionner les 3 demeures en une seule et y ajouter des dépendances pour augmenter leur capacité d'accueil. Ils l'appellent la Dimbola House. Cette maison marque le début d'une période extrêmement joyeuse de la vie de Julia Margaret. Elle s'y habille de manière extrêmement colorée et voit sa maison s'animer par les rires et les jeux d'enfants. C'est d'ailleurs pour leur grand plaisir qu'elle y fait construire un véritable théâtre où les petits peuvent se produire devant la famille réunie. Cette hospitalité dont fait preuve les Cameron est l'occasion de faire rencontrer les proches du couple et les amis artistes et scientifiques de milieux divers et variés. La réputation de la maison se fait peu à peu connaître, manifestant une vie en profusion et un sérieux manque de gens ordinaires. En 1863, soit après 3 années de vie à Freshwater Bay, Julia Margaret se voit offrir de la part de sa fille aînée un appareil photo, une chambre noire. Julia lui dit « Cela te distraira peut-être, mère, de t'essayer à la photographie pendant ta solitude à Freshwater. » Et ce cadeau est une véritable révélation pour Julia Margaret, qui trouve enfin un exutoire à son débordement d'énergie. Bien évidemment, à cette époque, manipuler le matériel photographique nécessite des connaissances techniques et scientifiques dont la plupart des femmes sont privées par manque d'éducation. Nous ne savons donc pas vraiment comment Julia Margaret Cameron apprend à utiliser ce médium. Heureusement, quelques traces photographiques et textuelles nous permettent d'imaginer son initiation. En effet, Oscar Highlander, grand photographe victorien dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur la photographie victorienne, a déjà eu l'occasion de réaliser certaines de ses photographies chez les Cameron, notamment en 1963, avec The Idols of the Village. Il est d'ailleurs fort probable que Julia Margaret Cameron l'ait assisté durant cette prise de vue. De son côté, Julia Margaret Cameron écrit dans Annales de ma maison de verre que l'un de ses fils lui a consacré de son temps pour expliquer certains réglages complexes de son matériel. En ce qui concerne la technique de développement en laboratoire, Johan Lukic, historienne de la photographie, prouve, tirage à l'appui, que Julia Margaret Cameron avait déjà auparavant essayé le tirage photographique. En effet, on retrouve dans ces tirages quelques reproductions des œuvres de Highlander, avec un travail d'intervention en photogramme, créant ainsi des cadres naturels aux images. Quoi qu'il en soit, même si un individu extérieur était impliqué dans son apprentissage, il faut noter que c'est surtout son acharnement au travail qui lui permet de se professionnaliser. Et pour prouver ça, il n'y a rien de mieux que de lire ses propres paroles. J'ai commencé sans aucun rudiment. J'ignorais tout de cet art lorsque j'ai débuté. Je ne savais pas où placer ma chambre noire, ni comment faire la mise au point sur mon modèle, et à ma grande consternation, j'ai effacé ma première photographie en frottant de la main la face apprêtée de la plaque de verre. Pendant cette année 1864, je travaillais durant des semaines sans résultat, mais non sans espoir.
Ces modèles, dès les premiers jours, sont des visiteurs, des paysans voisins, mais aussi des employés de la maison, tels que des domestiques, menuisiers et jardiniers. Par ailleurs, Julia Margaret considère sa domestique, Mary Hiller, comme sa modèle la plus fidèle. Elle pose notamment dans la célèbre photographie intitulée Mary Mother, capturée en 1867. Pour obtenir ces images, elle convertit sa cave à charbon en laboratoire où elle développe ses photographies. Son poulailler se transforme en serre, qu'elle appelle par ailleurs sa maison de verre, d'où elle réalise la majorité de ses prises de vue. Le temps passant, ses mains s'assombrissent par des taches brunes, provoquées par le nitrate d'argent couramment utilisé lors de ses tirages. Ses amis et proches témoignent d'une forte odeur chimique se dégageant de ses vêtements. En parlant de vêtements, elle revêt de plus en plus de robes noires, laissant ses tenues colorées au placard par peur de les tacher. Pour obtenir ces photographies, Julia Margaret Cameron utilise la technique du collodion humide. Une technique fort répandue à cette époque qui se réalise sur une plaque de verre badigeonnée d'une solution de coton-poudre dissous avec de l'éther éthylique. En sensibilisant ensuite la photographie à la lumière, elle obtient une image qu'elle développe grâce à un bain d'éther. Cette technique est encore utilisée aujourd'hui par une poignée de photographes, en particulier Sallyman. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite sur mon article où une vidéo du Victoria and Albert Museum vous explique davantage sur ce procédé. Sa toute première photographie, qu'elle considère comme réussie, la marque à vie. Elle est réalisée le 29 janvier 1864 et elle l'intitule « Annie, mon premier succès ». Dans son journal, elle raconte ce jour où elle parvient à produire cette photographie si importante dans sa carrière. Je pris une enfant à part et fis appel à ses sentiments. Ma demande fit son effet et je parvins à produire une photographie que j'appelais mon premier succès. J'étais transportée de joie. Je courus dans toute la maison chercher des cadeaux pour cet enfant. J'avais le sentiment qu'elle seule avait fait cette photographie. Ce jour même, je la développais, réglais les tons, la fixais et l'encadrais, et la donnais à son père en format 30/22. Douce Annie aux cheveux de blé. Aucun autre prix ultérieur n'a jamais effacé le souvenir de cette joie. En seulement une année, Julia Margaret parvient à s'inscrire dans la liste des photographes incontournables de l'ère victorienne, en respectant un certain nombre de codes, dont une forte inspiration de la littérature, de la peinture de la Renaissance et de l'art pré-raphaélite. Son travail acharné lui permet même d'exposer dès mai 1865 au Victoria and Albert Museum. À ce jour, ce musée est considéré comme le plus grand musée d'art appliqué, d'art décoratif et de design. Il possède une collection de sculptures et possède au total plus de 2,27 millions d'objets. Et c'est par ailleurs dans ce musée qu'est conservé le manuscrit original d'Annales de ma maison de verre, ainsi que du seul objectif conservé de Julia Margaret Cameron. En plus de cette exposition au Victoria and Albert Museum, elle intègre la Photographic Society of London, dont l'objectif est de promouvoir l'art et la science de la photographie. Alors bien qu'exposer ces photographies puisse paraître normal aujourd'hui, il faut garder en mémoire qu'en 1865, la photographie n'est pas encore reconnue comme une activité artistique, au même rang que la peinture. Et à cette époque, peu de musées achètent des photographies, ou tout simplement acceptent de les exposer. Et ces rares expositions sont réservées aux élites. C'est pourquoi il est si étonnant que Julia Margaret parvienne à y montrer son œuvre en seulement une année d'expérience. Un exploit qui prouve la valeur de son travail. Et malgré de nombreux soutiens, les critiques acerbes ne manquent pas. Tout d'abord, le Photographic Journal publie le 15 août 1865 « En ce qui concerne Mrs. Cameron, nous sommes navrés de dire que nous n'avons que peu d'espoir. C'est à regret que nous condamnons l'œuvre d'une dame, mais ses travaux ont été ostensiblement mis au premier plan et ce serait commettre une injustice à l'égard de la photographie que de laisser passer pour des exemples d'un art de qualité et d'une technique parfaite. » De son côté, le British Journal of Photography publie le 25 juillet 1873 « Quant aux photographies de Mrs. Cameron, elles sont l'excuse d'être l'œuvre d'une femme. Mais ce fait même ne justifie pas une telle technique, résolument mauvaise,
qu'illustre la majorité de ses portraits et de figures. Mais alors, pourquoi ses détracteurs s'acharnent-ils autant sur son travail ? Eh bien parce que les photographies de Julia Margaret Cameron sont floues. On l'accuse donc de ne pas maîtriser assez la technique photographique. Et pourtant, ce flou est bien une volonté de sa part. Cette prise de position délibérée provient de son lien si particulier avec l'objectif. Pour vous expliquer, elle le considère comme doué de sa propre volonté. Selon elle, l'objectif juge du beau et c'est à elle de respecter et d'accepter la volonté de cet objectif, et donc de le laisser s'exprimer. Alors oui, cette réflexion peut nous paraître très étrange aujourd'hui. Et pourtant, c'est en personnifiant cet objectif qu'elle devient la créatrice du fameux flou artistique. Elle-même dit « Dès les premiers instants, j'ai manié mon objectif, avec une passion mêlée de tendresse, comme s'il avait pris vie et possédait une voix, une mémoire, une vigueur créative. » Ses détracteurs ne parviennent pas à arrêter Julia Margaret Cameron dans son art. Elle persévère et continue d'exposer en Angleterre ainsi qu'à l'international. L'Allemagne lui décerne même une médaille de bronze, puis d'or pour la qualité de son travail photographique. Bien évidemment, face à tant d'éloges, le Photographic Journal revient sur ses critiques virulentes et considère publiquement Julia Margaret Cameron comme la créatrice de chefs-d'œuvre de la photographie, en publiant simultanément Annales de ma maison de verre en 1874. Ce dernier est rédigé 1 an après le décès de Julia, morte en couche, sa fille qui lui a offert son tout premier boîtier photographique, sa première chambre noire. En raison de son deuil actuel, Julia Margaret Cameron y parle de sa pratique photographique avec un affect tout particulier. Pour elle, son apprentissage et sa relecture photographique provient de ses enfants et de son mari. Mais intrinsèquement, sa pratique est surtout liée avec l'absence de sa famille, lui permettant ainsi de s'occuper lors de ses jours de solitude. Cette marque familiale, indélébile dans sa pratique photographique, est davantage ancrée dans ses tirages. Ses sujets sont si diversifiés qu'on ne peut penser à des choix hasardeux. Une mère avec son nouveau-né, des angelots, des fratries d'adolescents aux accents rêveurs, des vieux sages en méditation, sans oublier les titres révélateurs. Amour, la grand-mère, mon petit-fils, une étude de la Sainte Famille, voire même encore, ne désires-tu pas que ton père et moi venions te chercher dans ton malheur ? À l'aide de références bibliques et littéraires, comme Shakespeare et Milton, Julia Margaret évoque la beauté de la transmission générationnelle. N'oublions pas non plus que les Annales de ma maison de verre, bien qu'extrêmement intéressants pour les historiens de la photographie, doivent être prises avec des pincettes. Car nous savons aujourd'hui que Julia Margaret Cameron a romancé certains passages de son journal. La préface, rédigée plus tard par sa petite nièce, Virginia Woolf, construit également le mythe Cameron, par sa généalogie, racontée plus tôt dans cet épisode, et la mort de la photographe, que je vous lirai également plus tard. Il est donc normal de remettre en question certains éléments mentionnés, tout en y percevant un grand nombre de véracités. L'intérêt y est d'autant plus fort dans le travail de relecture que fait Julia Margaret Cameron sur sa pratique photographique, notamment lorsqu'elle s'oppose à la photographie commerciale, en recherchant la spiritualité, la poésie et l'art, en d'autres termes, la beauté. J'avais hâte de fixer toute la beauté qui se présentait à moi, et mon souhait a été finalement exaucé. J'aspire à donner à la photographie ses lettres de noblesse, à lui assurer les caractéristiques et les usages de l'art en combinant le réel et l'idéal sans rien sacrifier de la vérité, et en me consacrant autant que possible à l'expression de la poésie et de la beauté. Son art lui permet une fois encore de s'affranchir de la bienséance britannique. Au revoir les portraits de familles bien cadrés et bonjour aux femmes libres, cheveux lâchés, robes au vent, et peu importe qu'elles soient salies ou froissées comme dans la fameuse photographie et la roseraie des jeunes filles. Plus que de l'art pictural, la photographie, qui se doit de représenter le réel, est l'occasion de casser les codes de la respectabilité et de la morale sexuelle. De quoi choquer la haute société britannique. Comme le dit le critique d'art Roger Free dans les photographies de Mrs. Cameron,
la roseraie des jeunes filles nous donne un aperçu de ce monde étrange. Il y a quelque chose de touchant et d'héroïque dans la naïveté de leur confiance. Certes, cette roseraie, titre que Mrs. Cameron a eu le courage de donner à cette plaque, nous ramène à une situation sociale merveilleusement lointaine et étrange. Parlons désormais des 2 styles photographiques majeurs pratiqués par Julia Margaret Cameron lors de sa vie à Freshwater Bay. Tout d'abord, les portraits. Nombreux, Julia Margaret est connue pour photographier chaque personne qu'elle peut rencontrer. Amis, familles, domestiques, voisins, paysans, etc. Il est assez facile d'attribuer un portrait à Julia Margaret Cameron grâce à leurs nombreux codes. Le premier, leur flou de mouvement ou d'obturateur, où les images sont également remplies d'imperfections et de défauts. La photographe a également la particularité d'utiliser majoritairement des éclairages de clair-obscur sur fond gris foncé, voire noir. Et enfin, les plans sont pour la plupart très rapprochés sur le sujet, dont la pose est souvent de face, de côté, voire même de 3/4. La particularité que nous pouvons également noter dans son œuvre concerne les photographies de célébrités qui sont prédominantes. Et autant vous dire qu'à cette époque, il est plutôt rare qu'un photographe use autant de ce genre photographique. Et pour cause, les personnes connues ne sont pas habituées à se faire photographier et ne se doutent pas de l'intérêt que peuvent susciter leurs portraits vis-à-vis du public, entre guillemets, d'admirateurs. Sans compter que pour aller au-devant d'un tel genre, le carnet d'adresses du photographe se doit d'être florissant et ses relations doivent être basées sur une confiance mutuelle. Vient ensuite la photographie d'illustration, où Julia Margaret Cameron travaille sur la représentation historique et religieuse. En s'inspirant de scènes bibliques et même d'œuvres shakespeariennes, elle fait poser les paysans et personnes illustres de la société dans des costumes, d'où cette confiance mutuelle qui permet aux scientifiques et artistes de se glisser dans la peau de personnages aux antipodes de leur propre personne. Tous se transforment en Vierge Marie, angelots, muses, princes, princesses, rois, lyres, David, Arthur et même chevaliers. En observant l'ensemble de cette œuvre illustratrice, nous pouvons constater l'influence des peintres pré-raphaélites sur la photographie, et en particulier de Dante Gabriel Rossetti, dont les compositions d'images et les éclairages représentés restent fortement similaires. À l'âge de 85 ans, Charles Bay Cameron se sent vieilli et se retire de plus en plus dans sa chambre, peu friand de la société qui s'amasse autour de sa femme. Dans sa solitude commence à naître un manque des Indes orientales. Et le couple décide donc subitement, en 1875, de partir pour Ceylan, dans l'actuel Sri Lanka. En réalité, ils ont pour objectif de s'y installer définitivement, motivés par la volonté de diriger sur place la plantation de café et de caoutchouc dont ils restent toujours propriétaires. Une autre raison expliquerait également ce déménagement soudain. En effet, les historiens auraient découvert un revers de fortune au sein du foyer Cameron, en retrouvant dans les correspondances de la photographe des mentions de difficultés financières. Cela se manifeste en particulier par les difficultés de plus en plus accrues de se fournir en produits chimiques et en eau nécessaires à la réalisation de ces photographies. Les historiens ont même remarqué que, le temps s'approchant de ce départ, Julia Margaret produit de moins en moins de photographies, ce qui affirmerait ses propos écrits. De telles difficultés financières obligeraient donc le couple à quitter le Royaume-Uni pour retourner dans les Indes orientales, où les dépenses seraient moins nombreuses et très certainement moins coûteuses. Dès son retour à Ceylan, nous constatons que Julia Margaret Cameron produit beaucoup moins de photographies. Néanmoins, de cette période ressortent des images de populations locales, domestiques et ouvriers de plantations agricoles. Son travail commence donc à se scinder en 2 parties. Des portraits générationnels en Angleterre et des photographies ethnographiques des Indes orientales aux aspects plus documentaires. C'est là-bas, à Ceylan, que meurt Julia Margaret Cameron le 26 janvier 1879. Virginia Woolf accentue le mythe de la photographe à travers cette mort dans la préface des Annales de ma maison de verre, en écrivant « Les oiseaux entraient et sortaient par la porte ouverte. Les photographies jonchaient les tables et alitaient devant une grande fenêtre ouverte.
Mrs. Cameron vit les étoiles briller et murmura un dernier mot. Magnifique. Et mourut. Julia Margaret Cameron laisse derrière elle plus de 1200 photographies. Jusqu'alors, les grands noms du médium se faisaient connaître pour leurs inventions de procédés chimiques. Mais Julia Margaret fait partie des pionniers de la photographie dite artistique, dont l'intérêt se tourne principalement sur la composition de l'image et l'expression qui s'en dégage. Près de 150 ans après sa mort, son style reste tout aussi remarquable grâce à ses flous, ses erreurs et accidents qui habitent l'image. Le français Quentin Bajac, historien de l'art spécialisé dans l'histoire de la photographie, écrit en 2023 dans l'ouvrage Julia Margaret Cameron, Capturer la beauté. Les tenants de la photographie d'art européenne et nord-américaine en feront une égérie à un phare. L'imprécision n'est plus déficience, mais condition d'art. La photographe Nan Goldin, de son côté, dit le 6 juin 2016 dans The Artist Project du Met « Il n'y a aucune distinction entre mon œuvre et ma vie. Et je pense qu'il était de même pour Julia Margaret Cameron. C'est une célébration de l'amour, ce qui pour moi est ce que l'art peut accomplir de plus grand. » Si vous souhaitez aujourd'hui en découvrir davantage sur la vie, l'œuvre et la vision photographique de Julia Margaret Cameron, vous pouvez vous rendre sur la Freshwater Bay, où son ancienne demeure est transformée en musée rétrospectif de son travail, connu sous le nom de Dimbola Museum. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nicéphore Podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs, ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.